Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. Je vous invite à la suivre jusqu'à son terme. Tout de suite, direction Touamasn pour commencer. De nombreuses familles sinistrées à la suite du cyclone Ghezani vivent actuellement en bord de mer à proximité de l'hôpital B de Touamasn. Elles y ont été déplacées vendredi soir dernier après avoir séjourné pendant plusieurs semaines au CRJS. Ces familles vivent désormais dans des conditions difficiles, exposées au soleil et au froid et avec des enfants à charge. Elles affirment également être sans ressources financières, se retrouvant sans véritable solution de relogement. Un reportage signé Andoniana Martina et les équipes de Viva Touamasn. Avec les conditions parfois dangereuses du littoral de Touamasn, ces familles sinistrées vivent dans une grande précarité, installées sous des abris de fortune aux abords de l'hôpital B. Cela fait environ une semaine qu'elles ont rejoint ce site, après avoir été initialement hébergées au CRJS de Touamasn à la suite du passage du cyclone Ghezani. Elles sont 11 familles, dont certaines personnes en situation de handicap. Arrivées sur place sans rien, ces familles tentent tant bien que mal de survivre. Mais elles disent également vivre dans l'angoisse, certaines personnes cherchant déjà à les déloger une nouvelle fois. Ayant tout perdu à cause du cyclone Ghezani, ces familles se retrouvent sans logement et sans moyens de subsistance. Elles appellent à une prise en charge urgente, notamment en matière de relogement, alors que la dernière aide reçue remonterait déjà à près de 1 mois. Une mère de famille et ses 2 enfants vivent actuellement sous un cocotier près du quartier Miami à Touamasn après avoir été expulsés de leur logement. Selon leur témoignage, la maison qu'ils occupaient avait été endommagée par le cyclone Ghezani. Ils ont financé et effectué les réparations, mais malgré cela, le propriétaire les a expulsés sans solution de relogement. La recherche d'un nouveau logement reste particulièrement difficile dans la ville car de nombreuses habitations détruites par le cyclone sont encore en cours de réhabilitation. Toujours un reportage de Andoniana Martina et de Viva Touamasn. Cela fait maintenant plus d'1 mois que cette petite famille vit ici. Leur abri est précaire, quelques feuilles de cocotier et des morceaux de toile assemblés en guise de logement. C'était à Pâques qu'ils ont pu profiter pour la dernière fois de leur ancien logement. Depuis, ils se sont installés sous ce cocotier près de Miami Touamasn après avoir été expulsés par leur propriétaire. Pourtant, selon leur déclaration, ils ont eux-mêmes réparé la maison après les dégâts causés par le cyclone Ghezani. Le propriétaire aurait également confisqué les biens qui se trouvaient encore dans la maison. La famille affirme aujourd'hui ne plus rien posséder. La famille assure ne plus vouloir retourner dans cette maison, mais réclame justice dans cette affaire. À Touamasn, trouver un logement reste encore très compliqué, alors qu'une grande partie des habitations endommagées par le cyclone Ghezani sont toujours en construction. En économie, les nouvelles demandes d'autorisation exclusive de réservation de périmètre ou ARP sont ouvertes à partir de ce jour. Ce dispositif permet à une société ou à un investisseur de réserver une zone à potentiel minier pour une durée de 3 mois. Les détails. Avant d'entamer des travaux de recherche ou d'exploitation minière, un opérateur ou un investisseur doit d'abord réserver le périmètre concerné. Cette autorisation est dénommée ARP ou autorisation exclusive de réservation de périmètre. Selon l'article 20 du Code minier, la superficie pouvant être attribuée à travers une ARP ne peut dépasser 2500 km², soit environ 6400 carrés miniers. D'après les chiffres disponibles, Madagascar compte près de 1,7 million de carrés miniers, soit environ 663 000 km².
Ce chiffre inclut également les zones maritimes ainsi que le découpage administratif utilisé par l'État dans la gestion des ressources minières. Parmi ces périmètres, 766 000 carrés, soit près de 300 000 km², restent encore disponibles pour de nouvelles demandes auprès du BCMM à partir de ce jour. Partant d'un calcul simplifié à partir de ces chiffres, environ 120 demandes pourraient être acceptées si chaque opérateur sollicitait la superficie maximale de 2500 km². Une situation qui suscite déjà des inquiétudes chez certains opérateurs. D'autant plus que plusieurs procédures administratives doivent être respectées, notamment la possession d'une carte d'identification fiscale unique. Personnellement, je ne suis pas favorable à cette organisation. L'annonce officielle a été faite vendredi. Pourquoi le formulaire n'a-t-il été publié que mardi 19, alors que le dépôt des dossiers ouvre jeudi? N'est-ce pas une manière d'écarter les simples citoyens de l'accès au permis, au profit de ceux qui ont les moyens financiers? Autant laisser place à l'exploitation illicite. Il est à noter que les frais d'instruction pour une demande d'AERP sont fixés à 12 000 arrières par carré minier, auxquels s'ajoutent 36 000 arrières de droits de délivrance. L'AERP est valable pour une durée de 3 mois et ne peut être ni vendue ni cédée. Poursuivons avec les actualités politiques. La concertation nationale organisée sous l'égide du Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar ou FFKM débutera le 3 juin prochain sur le territoire de la République de Madagascar. Un processus que le président du FFKM, Monseigneur Ranarvel Samueladzone, estime indissociable de la réconciliation nationale et de la justice. Selon lui, cette démarche doit impérativement partir de la base, au niveau des Fouktanes. Une précision faite lors de la clôture des travaux préparatoires du FFKM qui se sont déroulés pendant 4 jours à l'écart Saint-François-Xavier à Antanmen. Et la Commission électorale nationale indépendante tiendra également une rencontre préparatoire du 28 au 30 mai prochain. Cette réunion servira de cadre préparatoire à la concertation nationale prévue le 3 juin. Selon son président, Thierry Rakoutnariv, l'objectif est de formuler des propositions en vue d'une réforme du cadre légal électoral. Dans la page culturelle, la diffusion d'œuvres musicales modifiées à l'aide de l'intelligence artificielle ou IA est passible de poursuites judiciaires. Ces transformations sont réalisées sans autorisation des artistes concernés et constituent une atteinte aux droits d'auteur ainsi qu'un manque de respect envers les créateurs, selon la chanteuse et auteure-compositrice Fans Anjamanaten. Reportage sur les images de Yves Janel. Rien que sur YouTube, près de 340 œuvres d'artistes malagasy auraient déjà été modifiées à l'aide de l'intelligence artificielle. Tous les styles musicaux sont concernés. Du saleg transformé en jazz, du reggae revisité en version slow, jusqu'aux chansons d'artistes masculins interprétées avec des voix féminines. Parmi les œuvres ciblées figure également celle de l'auteure-compositrice et interprète Fans Anjamanaten. Ce sont des œuvres, des créations, mais surtout un talent développé au fil des années et au prix de nombreux efforts. Pourtant, en seulement 3 minutes et de manière très simple, l'intelligence artificielle peut complètement les transformer. Et au-delà de cela, certaines personnes utilisent même ces contenus modifiés par ordinateur pour gagner de l'argent. Les artistes et créateurs malagasy sont protégés contre toute modification ou diffusion non autorisée de leurs œuvres grâce à l'OMDA, Office malagasy du droit d'auteur. L'organisme a déjà lancé un appel aux médias afin qu'ils ne diffusent pas ces créations modifiées par l'intelligence artificielle sans l'autorisation des ayants droit. En sport, 35 à 40 équipages sont attendus pour la 7e édition du Rallye Motul organisé par le club FMMS SAM, prévu les 29 et 30 mai prochains. La compétition comprendra 9 épreuves spéciales, une édition présentée comme ouverte et inclusive, visant à renforcer la participation de tous les concurrents. Felana Rakoutersoul sur les images de Michel Rakoutsan.
La première manche du Rallye Motul, 7e édition, organisée par le club FMMS Sam, se tiendra les vendredis 29 et samedi 30 mai. Cette compétition marque également l'ouverture de la saison du championnat de Madagascar des rallyes. Habituellement, les épreuves spéciales totalisent entre 120 et 130 km. Cette année, le parcours a été réduit à environ 72 km afin de permettre une meilleure accessibilité aux différents équipages engagés dans les catégories en lice. Pour cette première journée, 4 épreuves spéciales sont au programme. ES1 et ES2, Anzeva Ambuimatsinzu, sur environ 10,40 km, disputés le matin. ES3 et ES4, Ambudi Buang, Ambuimatsinzu, sur environ 7,6 km l'après-midi. Une ouverture de saison qui s'annonce déjà très disputée avec des équipages déterminés à marquer les premiers points du championnat national. Et les équipes nationales malagasy de handball, les Akiou, sont désormais fixées avant leur participation à la compétition internationale IHF Trophy Zone 7 Océan Indien. Madagascar accueillera cet événement du 27 au 31 mai prochain au Palais des Sports et de la Culture de Mamassen. Les sélections sont prêtes et la liste des joueurs retenus est déjà rendue publique. Andina Martina et Yves Chanel. 5 pays prendront part à cette compétition IHF Trophy Zone 7 Océan Indien. Il s'agit de Madagascar, pays hôte, des Comores, des Seychelles, de la Réunion et de Mayotte. 2 catégories seront en lice, les cadets et les juniors masculins. Du côté de la sélection malagasy, à Kiou, la préparation est déjà avancée et les joueurs convoqués ont été officiellement présentés. Le handball malagasy entre dans une phase importante de son développement. Cette compétition internationale est aussi une opportunité de renforcer les coopérations sportives et techniques. La compétition se déroulera du 27 au 31 mai 2026 à Mamassen. Les vainqueurs de cette phase zone 7 décrocheront leur qualification pour la compétition continentale, étape clé vers la qualification pour les championnats du monde. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Le bilan des inondations et des glissements de terrain causés par de fortes précipitations ces derniers jours en Chine s'est alourdi à 22 morts avec 20 autres personnes portées disparues. France 24. Véhicules immergés, projetés les uns contre les autres. C'était un parking transformé par la pluie en bassine géante, où l'eau est montée si haut que ces voitures ne touchent plus terre. Voici donc l'une des conséquences des inondations dans la région du Guizhou. Même phénomène dans le Jiangxi. Regarde, elle est emportée par l'eau. Mon Dieu, toutes ces voitures. Plusieurs jours de précipitations, 5 régions touchées par des flots impressionnants. Ici, un pont résiste. Ailleurs, un autre est emporté par le courant. Il est tombé. Il est tombé. Dans le Hunan, au centre de la Chine, les eaux boueuses déferlent sur les maisons. On dénombre de nombreux glissements de terrain. L'eau est montée si vite que la route a été emportée. Tout s'est écroulé. Je n'ai jamais connu de telles inondations. Quand je me suis réveillée, il y avait de l'eau partout chez moi. Des secouristes progressent dans des centaines de villages, maison après maison. Il y a au moins 22 morts et une vingtaine de disparus. La Chine fait face à des intempéries de plus en plus fréquentes et surtout violentes. De fortes pluies sont encore attendues dans plusieurs zones déjà sinistrées. Des frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait 19 morts mardi dernier, a annoncé le ministère de la Santé, tandis que le Hezbollah fait état d'affrontements avec des soldats israéliens malgré une trêve en vigueur. France 24. Malgré la prolongation du cessez-le-feu, les bombardements se poursuivent. L'armée israélienne pilonne quotidiennement le sud du Liban. Certains habitants n'osent plus rentrer chez eux ou préfèrent déménager. D'autres sont forcés de dormir dans la rue.
Ce sont les travailleurs qui souffrent. Je travaillais pour la municipalité de Beyrouth, j'ai mis 15 ans à construire ma maison. À présent, elle a disparu. Les pauvres sont devenus des boucs émissaires. Que dire de plus? Existe-t-il une souffrance plus grande que celle-ci? La souffrance infligée à des pauvres comme nous? À Marchouk, au nord de Tyr, les frappes ont provoqué l'effondrement des 2 derniers étages de cet immeuble et endommagé plusieurs bâtiments, dont une mosquée. Voici la mosquée Al-Wada et la clinique Khomeini. Rien que ça, tous les magasins ici ont été endommagés. Il y a aussi des générateurs qui ont été abîmés. L'armée israélienne divisait des cibles du Hezbollah dans plusieurs localités au-delà de la ligne jaune, zone d'une dizaine de kilomètres contrôlée par ses soldats pour protéger les populations du nord d'Israël. Le parti chiite libanais affirme de son côté avoir mené plusieurs attaques contre les forces israéliennes au sud Liban, ainsi que contre des batteries du dôme de fer. Depuis le début de la guerre le 2 mars, plus de 3000 Libanais ont été tués et au moins 21 soldats israéliens. Et enfin, pour terminer, l'Organisation mondiale de la santé envoie des avions chargés de matériel médical à Bunia, alors qu'une épidémie mortelle d'Ebola frappe la République démocratique du Congo. France 24. Les cercueils se remplissent à même le sol devant l'hôpital de Rwampara. La principale structure sanitaire de cette ville de la province d'Ituri est bien démunie pour faire face à l'hécatombe causée par l'épidémie d'Ebola en cours. À seulement quelques mètres, à peine protégées, les familles en deuil. Mon fils m'a dit qu'il avait mal au cœur et j'ai cru que c'était son ventre. Puis il s'est mis à pleurer à cause de ses maux d'estomac. Après ça, il a commencé à vomir, puis il s'est mis à saigner et à vomir abondamment. C'est à une dizaine de kilomètres dans la ville de Bunia, où vivent plus d'1 million de personnes, que l'aide pour la province est centralisée. Face au manque de moyens dans l'ensemble de l'Est de la RDC, l'OMS envoie, notamment depuis le Kenya, des tonnes de matériel, des kits de protection pour les personnels soignants et de nombreux autres équipements. Des tentes qui seront utilisées pour installer des centres de traitement temporaires, des sacs mortuaires qui permettront d'assurer des enterrements sûrs et dignes, des respirateurs qui vont contribuer au traitement des patients et des conteneurs de transport qui nous aideront à transporter des échantillons biologiques. L'aide arrive également dans une autre province de l'Est congolais, le Nord Kivu, dont la capitale Goma est aux mains des rebelles du M23 depuis l'année dernière. Le mouvement assure que l'épidémie d'Ebola est ici sous contrôle, mais la population déjà traumatisée par la précédente flambée qui a fait près de 2300 morts dans la région entre 2018 et 2020 retient son souffle face à ce nouvel épisode. La dernière fois, ça a ravagé beaucoup de personnes, ça nous a mis dans des confinements, ça nous a éloigné des amis, de la famille. Nous n'aimerons pas que cette situation puisse se répéter. Les violences dans les provinces de l'Est compliquent un peu plus le combat contre le virus et son nouveau variant pour lequel aucun traitement n'existe actuellement. Depuis la capitale Kinshasa, le ministre de la Santé appelle à renforcer l'aide internationale. Cette édition touche à son terme. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.